1. Bonsoir. Alors, bienvenue à cette 4e et dernière séance de la chaire FGTB. C'est en fait le petit nom d'un cours qui s'intitule Enjeux économiques et sociaux contemporains. Voilà, c'est donc la dernière séance, ce 1er avril, et ce n'est pas une plaisanterie donc. Alors, quelques petites informations que je rappelle en début de chaque séance. La première information, c'est que les diaporamas qui sont présentés ici, de même que les enregistrements de ces cours, se trouvent au fur et à mesure, bien sûr, sur les pages de l'université virtuelle consacrée au cours, pour ceux qui suivent le cours Enjeux économiques et sociaux contemporains, et pour les autres, vous les trouverez sur la page dédiée à la chaire FGTB sur le site de la faculté. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, comme les autres fois, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas tout au long de l'intervention de Thomas Barnet, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la conversation. On y répond, enfin, Thomas Barnet répondra au fur et à mesure s'il les voit, ou alors je me propose de les relayer en fin de séance. Il y aura toujours un petit moment pour la discussion, une discussion bien sûr un peu limitée puisque vous ne pouvez pas prendre la parole vous directement, mais simplement laisser des commentaires ou des questions. Mettez, si vous intervenez, mettez peut-être votre prénom, comme ça personnalise un petit peu, hein, et on n'a pas des commentaires ou des questions anonymes, c'est ce qui apparaît sinon. Voilà, donc je vous encourage à le faire tout au long de la séance. Juste un petit mot qui ne concerne pas tout le monde, mais pour ceux qui ont le cours Enjeux économiques et sociaux contemporains, c'est un cours qui donne lieu à une évaluation. Vous avez déjà reçu un message expliquant que l'examen en tant que tel est annulé et qu'on vous demande un travail personnel, individuel, sur base de ce cours. Et donc l'enjeu de ce travail qui vous est demandé est d'identifier une des thématiques qui est abordée dans le cours, de l'expliquer à partir effectivement des exposés qui sont faits ici, et de confronter cette thématique avec un article scientifique de votre choix tiré d'une revue scientifique, quelle que soit la discipline, économie, sociologie, psychologie, peu importe. Vous voyez que le thème qui est traité ici est traité de façon pluridisciplinaire en réalité. Ça, c'est pour vous dire en quelques mots, voilà, il y aura une échéance, c'est le 25 mai, pour remettre ce travail, le déposer sur l'université virtuelle, mais sachez que nous allons, Muriel Sacco et moi-même, mettre une annonce sur l'UV avec les consignes précises, celles que je viens d'évoquer d'une façon un peu plus précise. C'est un petit travail qui vous est demandé, et sachez aussi que nous allons organiser des permanences, donc pour répondre à vos questions. Donc ne posez pas des questions sur l'examen, sur cette évaluation, ici dans le cadre de cette dernière séance. Vous aurez l'occasion de le faire à un autre moment. Voilà ce que je voulais vous dire, en espérant que vous n'êtes pas trop mal installés pour poursuivre ce cours. Et voilà, bonne séance donc, et je cède directement la parole à Thomas Barnet. Bonsoir à tous, ravi à nouveau de pouvoir échanger ce moment avec vous, donc autour de la dernière séance qui vise à, alors le titre est un petit peu ronflant, c'est pas des préconisations de politique publique à la lumière de la crise sanitaire, c'est évidemment des préconisations de politique publique sur le sujet qui nous intéresse, santé-travail, et que je vais essayer d'éclairer avec des éléments de la Covid et des enjeux liés à la Covid. Donc j'ai décidé d'organiser mon propos en 2 parties. Une première partie qui vise à synthétiser ce que je vous ai raconté depuis 3 jours.
c'est-à-dire à essayer de mettre en lumière des éléments de synthèse de la revue de littérature que je vous ai présentée, mais également des éléments un petit peu opérationnels. J'en ai évidemment indiqué un certain nombre, donc vous allez retrouver des éléments et donc ça devrait vous rassurer, je pense. J'ai essayé de les synthétiser pour que vous puissiez du coup en retirer un maximum de bénéfices pour tourner un petit peu les résultats vers la préconisation, vers le décideur public. Vous verrez qu'un certain nombre de ces résultats eh bien, peuvent être interrogés à la lumière de la Covid-19. Ce sera donc ma deuxième partie, dans laquelle je présenterai un point sur la situation pandémique dans le monde. Là, j'ai vraiment actualisé ça, j'ai les chiffres les plus récents, donc dans une comparaison un petit peu internationale, pour qu'on puisse un petit peu comprendre comment les différents pays se situent. Et puis ensuite, interroger les effets de la pandémie sur la santé, effets qui peuvent être directs ou indirects, et inversement, les effets de la pandémie sur l'emploi et donc sur les relations travail et santé. Donc voilà le plan pour cette ultime séance. Alors, donc cette première partie est donc consacrée à une synthèse. Cette synthèse, elle va beaucoup, je m'en excuse à nouveau, reposer sur des éléments de littérature internationale, mais beaucoup aussi de littérature française, puisque j'ai évidemment majoritairement travaillé sur données françaises. Donc certaines des préconisations ne sont peut-être pas totalement adaptées au contexte belge, mais je compte sur Esteban pour justement contextualiser et voir un petit peu si aussi ces éléments-là résonnent du côté belge. Alors s'agissant des différents plans et mesures qui ont été mis en place dans une acception large santé-travail, qu'elle repose sur des objectifs de population ou de pathologie, eh bien c'est la plupart du temps, et c'est encore le cas aujourd'hui, une logique de compensation ex post qui a prévalu. C'est-à-dire qu'on recherche encore à compenser une fois le problème de santé intervenu, une fois les conditions de travail pénibles subies, on cherche à compenser après ce moment les conséquences sur la santé. Donc quasiment de manière exclusive, c'est l'optique qui a été choisie au détriment d'une approche préventive. Cette approche préventive, alors je vais vous raconter pas mal de choses qui ne sont pas sur le diaporama, il est déjà touffu, mais il y a des choses que je voulais vous dire en plus. Sans doute une des grandes faiblesses des systèmes de santé, notamment d'Europe de l'Ouest, mais aussi de la plupart des pays, sauf peut-être le Canada, c'est le sous-investissement dans la prévention. Lorsqu'on regarde les dépenses courantes de santé en France, seuls 2% sont consacrés à la prévention. Et là, on voit clairement avec la Covid-19 que l'investissement dans la santé publique est beaucoup trop faible et que c'est une des grandes fragilités de nos systèmes de santé, alors même qu'on dépense en Belgique ou en France à peu près 10% de son PIB pour des dépenses de santé. Donc ça doit nous interroger sur la capacité également à davantage faire de prévention. Et donc c'est un message qui est important à la lumière de la Covid, mais de manière plus générale aussi. Les précédents plans en France s'accompagnent de résultats ambigus, mais qui ont été rarement, en fait, rigoureusement évalués. J'ai également essayé pendant ces séances de vous sensibiliser à des questions méthodologiques. Une vraie évaluation d'une politique publique requiert la mise en place d'une méthode rigoureuse, de la construction d'un groupe témoin, du suivi dans le temps des individus. Et donc, on ne peut pas toujours le faire. Et donc, malheureusement, les politiques publiques mises en place sont rarement rigoureusement évaluées. En France, lorsqu'on regarde la sinistralité, eh bien, elle semble avoir reculé depuis 2010, c'est-à-dire le nombre d'accidents du travail. Donc ça semble plutôt aller dans le bon sens. Mais d'un autre point de vue, eh bien, il y a beaucoup d'aspects, vous l'avez vu dans les résultats, qui sont évidemment pas du tout positifs. On a 3 plans cancer qui ont été mis en place successivement en France pour réduire les inégalités, pour améliorer la prise en charge des malades et leurs conditions de vie, pour diminuer l'impact du cancer sur leur vie professionnelle. Donc c'était explicitement mentionné. Eh bien, on voit que les effets du cancer sur la trajectoire professionnelle non seulement sont très forts à court terme, mais tendent à s'amplifier à moyen long terme. Donc c'est évidemment un échec. On ne peut pas
évidemment demander aux décideurs publics de compenser totalement le choc l'effet d'un tel choc de santé, parce qu'il est massif sur sa vie personnelle, mais on voit que les plans cancer ont à l'évidence échoué. S'agissant du handicap dont je vous ai pas mal parlé, je voudrais vous donner les résultats des études que nous avons menées sur l'évaluation de la réforme de 1987 d'une part, et de la réforme 2005 d'autre part, qui sont 2 réformes qui visent à promouvoir l'emploi des travailleurs handicapés. Ces 2 réformes, je vous l'indiquais hier, ont eu des effets ambigus. L'un des objectifs de la réforme de 1987 est d'atteindre 6% de la masse salariale correspondant à des personnes en situation de handicap. Eh bien, en 2017, le taux d'emploi de personnes en situation de handicap en France était seulement de 3,5% dans le secteur privé. Donc, on est loin des 6% définis par la loi de 87. Dans le secteur public, c'est un petit peu plus élevé. On est à 5,6%, mais vous voyez qu'on reste encore en deçà des objectifs qui étaient fixés dans le cadre de cette loi. Je vais vous présenter de manière un tout petit peu plus détaillée la réforme 87 pour que vous puissiez comprendre exactement ce qu'on a évalué. Donc, cette réforme, en fait, obligeait les établissements de 20 salariés et plus du secteur privé à employer donc des travailleurs handicapés dans la proportion de 6% de leurs effectifs. Mais cette loi offrait aussi la possibilité de verser alternativement une contribution financière pour s'acquitter de cette obligation. Donc finalement, les entreprises avaient le choix entre l'emploi effectif de personnes handicapées ou le paiement d'une taxe. Pour s'acquitter de cette obligation, il y avait plusieurs modalités. Ce n'était pas extrêmement simple, c'est toujours le cas aujourd'hui. Employer directement des personnes handicapées, ou bien employer indirectement par le biais, par exemple, de la passation de contrats de sous-traitance avec ce qu'on appelle des ateliers protégés, qui sont devenus des entreprises adaptées, avec des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Et troisième possibilité, accueillir des personnes handicapées bénéficiaires d'un stage au titre de la formation professionnelle. Donc derrière cette obligation de 6% d'emploi de personnes handicapées, on a des choses assez hétérogènes. Donc les entreprises ont pu aussi jouer sur ces différents paramètres. Alors, la loi de 87 définissait le travailleur handicapé avant tout comme un travailleur avec une reconnaissance administrative. Donc la définition du handicap était assez restrictive. Elle renvoyait à 9 catégories de travailleurs, notamment les 3 suivantes: être reconnu handicapé par une commission qui s'appelle la COTOREP, être victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui a entraîné une incapacité permanente au moins de 10% et titulaire d'une rente attribuée par la sécurité sociale, ou bien être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée par la sécurité sociale également. Donc, dans le cadre de cette première loi de 1987 qu'on a évaluée, le handicap était entendu au niveau d'une définition administrative. Donc, nous avons évalué donc, dans une étude publiée en 2019 avec mes co-auteurs la loi de 87 donc, sur l'emploi des personnes en situation de handicap, avec une enquête à laquelle vous êtes familiarisés désormais, qui est toujours cette fameuse enquête santé itinéraire professionnelle. On a mis en place une méthode économétrique un petit peu plus complexe qui s'appelle la triple différence, avec de l'appariement, peu importe. Et le champ d'études reposait sur à peu près 2000 personnes qui ont terminé leur étude et qui ont connu un handicap reconnu administrativement. Avec toujours la difficulté de cette enquête, c'est-à-dire que ça repose sur la déclaration des individus. Le principal résultat, c'est que cette réforme, non seulement n'a pas été efficace, mais de surcroît, elle a été contre-productive. C'est-à-dire que la réforme de 1987 a joué un rôle négatif sur l'emploi des personnes handicapées. L'une des hypothèses, évidemment, pour expliquer ce résultat, c'est que les entreprises ont préféré payer la taxe plutôt que d'embaucher. Le fait de donner un prix à l'emploi des personnes handicapées a eu un effet désincitatif sur les comportements de recrutement de personnes en situation de handicap. Donc voilà ce qu'a donné la première étude que vous pourrez donc retrouver facilement également. Je vous avais promis une bibliographie, je l'enverrai demain ou en début de semaine prochaine. Vous l'aurez donc sur votre site, vous aurez accès.
Alors, nous avons également mené, c'est un travail qui est en cours, donc il n'y a pas encore ni publication ni working paper, nous avons mené le même travail sur la loi de 2005. Cette loi vient renforcer la réforme de 1987. Elle la renforce de plusieurs manières. D'abord en augmentant les pénalités financières. Ensuite, en obligeant également l'emploi à un niveau de 6% dans le secteur public. Il n'y avait pas cette obligation dans la loi 87. Et finalement, eh bien, en définissant de manière plus large le handicap, donc avec une définition qui est beaucoup plus large du handicap, qui ne relève pas exclusivement eh bien, du handicap administratif. Qu'est-ce qu'on montre dans cette étude, que vous pourrez découvrir dans quelques semaines ou dans quelques mois si ça vous intéresse? Eh bien, cette fois-ci, la réforme de 2005 a accru l'emploi des personnes handicapées. Donc, le fait de renforcer les pénalités, également d'avoir une définition un petit peu plus large, eh bien, a cette fois-ci, semble-t-il, eu des effets positifs. C'est ce que nous dit aussi le ministère du Travail, sans l'avoir rigoureusement évalué, en tout cas dans les chiffres des personnes en situation de handicap. On a une évolution plutôt positive depuis la mise en place de cette réforme. Donc, on voit finalement que lorsqu'on met des incitations monétaires en place, eh bien, il faut atteindre un certain niveau, un certain seuil, pour que véritablement cette incitation financière puisse avoir des effets sur les comportements d'embauche. Ensuite, qu'est-ce que nous apprennent nos différentes études santé-travail? On avait aussi un petit peu évoqué ce point. On a parlé hier du compte pénibilité. Les écarts d'espérance de vie qu'on observe, qui sont liés aux différences d'exposition aux conditions de travail pénibles, ne sont vraisemblablement pas parfaitement compensés. On l'a dit hier, le compte pénibilité en France permet au maximum d'anticiper son départ à la retraite de 2 années. Or, les études de la CNAV c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse en France, montrent qu'à l'âge de 62 ans, les bénéficiaires d'une pension d'inaptitude au travail peuvent espérer vivre 4 années de moins que les retraités du régime général. Donc, il semblerait que l'écart d'espérance de vie, dont une partie est liée évidemment aux conditions de travail, eh bien, n'est pas parfaitement compensé par ces dispositifs de compte pénibilité. Ce qu'on peut dire globalement, à la lumière de la littérature internationale d'ailleurs, c'est que les politiques publiques en matière de santé au travail apparaissent souvent, d'une part, trop spécifiques, d'autre part, peu efficaces. Qu'est-ce que nous apprennent les différentes études et les différentes variables notamment qu'on mobilise dans nos études? Eh bien, elles nous apprennent que nous devrions nous inscrire dans une démarche un peu plus holistique, où le maintien en bonne santé au travail, mais également la protection de la santé en dehors du travail, exigerait des politiques de santé systémiques, plus ambitieuses et agissant sur l'ensemble du cycle de vie. Je vous ai dit à quel point, dans la relation santé-travail, l'investissement dans l'éducation était absolument crucial. La formation initiale, bien sûr, la formation continue également. Je pense que cette question, elle est absolument cruciale aujourd'hui par rapport aux effets négatifs de la Covid-19 sur les jeunes et sur l'éducation. Là, de manière extrêmement claire, il y a des générations qui vont avoir 2 années de formation qui vont être particulièrement amputées, avec des effets délétères sur les apprentissages, d'une part, sur la santé psychologique, d'autre part. Donc, s'il y avait une mesure à mettre en œuvre de manière massive, de mon point de vue, ce serait une mesure tournée vers l'éducation qui, par exemple, reposerait sur la mise en place du dédoublement des classes en CP ou en CE1. C'est des travaux en économie qui ont démontré que ça fonctionnait. Donc, un investissement beaucoup plus massif sur le taux d'encadrement des jeunes écoliers, parce qu'on voit dans les études que finalement, les inégalités se nouent dès la petite enfance et qu'il est donc absolument essentiel d'investir au moment des apprentissages fondamentaux que sont la langue, les mathématiques et qui interviennent extrêmement tôt. Par rapport à la Covid-19, a fortiori par rapport à la Covid-19, c'est vraiment, à mon avis en tout cas, un investissement très fort à faire sur l'éducation au sens large. Évidemment, j'ai parlé des CP, CE1, mais également sur les collèges, les lycées et bien sûr les universités.
Donc ça rejoint le propos que je tenais précédemment, à savoir pour sortir d'une politique de soins, être aussi dans une politique d'accompagnement, de prévention, relativement tôt dans les trajectoires. Alors, je vois une question qui n'a pas encore été validée, mais comme je viens de la voir, eh bien je vais en parler. C'est Liévin qui pose une question tout à fait intéressante sur la définition du handicap entre les deux lois. Et effectivement, à partir du moment où la définition du handicap évolue, eh bien, naturellement, on regarde l'emploi des personnes handicapées, mais sur une définition différente. Donc, dans la définition de 2005 retenue, on a aussi des personnes qui sont en situation de handicap pour restriction administrative, avec un handicap reconnu. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on s'intéresse à la loi 2005, on est donc sur un handicap beaucoup plus large. Donc, ça comprend aussi des personnes qui sont moins durement touchées par le handicap, puisqu'en 87, on est simplement sur la reconnaissance administrative. Donc, ça renforce encore plus notre effet. Ça veut dire que ça joue un rôle sur les personnes handicapées, mais pas exclusivement des personnes handicapées au sens administratif, mais sur une définition beaucoup plus large. Donc, ça renforce finalement l'effet de cette réforme. Mais vous avez parfaitement raison, on n'est pas exactement sur la même définition et donc pas sur les mêmes individus. Donc, un point essentiel dans mon propos est de dire investir tout au long du cycle de vie sur la santé au travail et avant même que les gens arrivent sur le marché du travail avec une politique de formation active, efficace, donc avec des dépenses d'éducation beaucoup plus fortes. Quand je vous disais tout à l'heure que les dépenses de santé, c'est une question à la part des dépenses de santé dans le PIB, c'est une question évidemment qui nous intéresse beaucoup en économie parce qu'on essaye de promouvoir ce qu'on appelle les dépenses efficientes et de limiter les dépenses inefficientes, les gaspillages par exemple, etc. Investir dans l'éducation, c'est aussi investir dans la santé. C'est aussi un propos que je souhaite évidemment porter à votre connaissance. Quels sont les autres enseignements de la littérature? Eh bien, les mesures mises en place, les politiques doivent répondre à l'insatisfaction singulière des salariés européens, notamment français, en termes de risques psychosociaux, de sentiments de perte d'autonomie et plus fondamentalement de perte de sens au travail. Donc là, vous voyez, comme le disait votre professeur Esteban tout à l'heure, on ne touche pas ici évidemment qu'à une dimension économique, on est sur une dimension psychologique, sociologique. Le sens qu'on donne au travail, il est absolument majeur. Bon, dans le dernier plan santé au travail qui a été mis en place en France, en tout cas dans les mots, il semblerait avoir un infléchissement sémantique en faveur de la prévention primaire, qualité de vie au travail. Et on semble aussi voir une injonction davantage tournée vers la prévention. Bon, on voit qu'en France, en tout cas, on n'y est pas encore, alors même qu'on met en place des incitations et des motivations, et des formes de bonus, de paiement à la performance pour les médecins, on a peu d'actes de prévention et pourtant ils sont aussi associés à des bonus dans le cadre de paiement à la performance. Donc il y a encore du travail à faire et puis il y a des réticences qui sont très fortes en France autour de la prévention et autour de la vaccination notamment. Donc ça, c'est une question aussi centrale, en lien directement, vous le voyez, avec la Covid, naturellement. Alors, donc si j'essaie de faire une sorte de synthèse des différents canaux par lesquels on peut passer pour promouvoir la bonne santé au travail ou en dehors du travail, ça pourrait se traduire par une forme de flexi-sécurité, terme que je mets délibérément entre guillemets, puisque la flexibilité, je le disais hier, pour moi, repose avant tout sur la capacité de l'employeur, de l'entreprise, des syndicats à porter les aspirations et les préférences des salariés. Le premier élément, c'est la prévention en milieu professionnel. C'est des actions à mettre en place ex ante, en amont, dès l'entrée sur le marché du travail, avec un suivi individualisé de la santé au travail, de l'exposition au risque, qui s'impose avec sans doute une meilleure coordination entre le médecin traitant et le médecin du travail,
qui devrait passer par un dossier médical partagé. C'est une question qui c'est un vieux serpent de mer en France. Évidemment, on est toujours réticent par rapport à des données qui sont extrêmement sensibles. On a toujours peur qu'elles tombent entre les mains de l'assureur ou de l'employeur. Mais évidemment, si on avait un dossier médical partagé qui ne serait évidemment accessible que par le professionnel de santé et l'individu, eh bien, on gagnerait en efficacité, en suivi du parcours de soins, en parcours de soins coordonné. Donc, ça aurait des effets aussi sur la santé au travail. Autre élément, on l'a vu, l'adaptation et l'aménagement des conditions de travail et d'emploi qui ont montré leur efficacité dans la littérature devraient être renforcées, généralisées, communiquées. Finalement, du fait de la chronicisation de nombreux cancers et d'autres maladies, mais aussi des progrès de la médecine, le droit à l'oubli pourrait être réduit en termes de temporalité afin de combattre les potentielles situations de discrimination qui interviennent également et qui peuvent empêcher les personnes qui souffrent d'un cancer, d'une maladie chronique ou qui ont souffert de ces maladies-là, et bien, qui peuvent les empêcher de reprendre une carrière professionnelle un peu plus normale. Deuxième élément, c'est la flexibilité du temps de travail selon les préférences des salariés. Donc, améliorer la satisfaction au travail des individus pourrait conduire les employeurs à associer leurs employés à la détermination de la durée légale de travail afin de tenir compte de leurs préférences qui peuvent évoluer au cours de la trajectoire professionnelle par rapport aussi aux contraintes évidemment que subissent les salariés, contraintes qui peuvent être liées évidemment à des moments de leur vie personnelle, moments familiaux, âge des enfants, dépendance des parents, séparation, qui peuvent évidemment jouer un rôle important sur les préférences des salariés. Il est important de mettre en place des dispositifs de sécurisation des parcours professionnels, notamment afin d'éviter la trop forte obsolescence des compétences. On s'est interrogé sur ces questions-là aussi. Lorsqu'on a une forte tertiarisation des économies, comme c'est le cas, il faut qu'on soit capable de trouver des moyens de reconvertir les personnes qui ont travaillé 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une même entreprise. Donc, ça nécessite évidemment des dispositifs de formation continue qui soient beaucoup plus adaptés et qui soient mis en place pour ces individus-là notamment, qui en bénéficient moins que les personnes éduquées. Donc, c'est évidemment très problématique. Autre élément qui pourrait passer par la couverture assurantielle et par les contrats de prévoyance. On sait que l'assurance protège aussi la santé des individus. Donc, la généralisation de la couverture assurantielle complémentaire avec pourquoi pas une aide d'État pour les petites entreprises et de contrats de prévoyance également pour protéger les salariés contre le risque d'invalidité pourraient être aussi des mesures permettant de protéger la santé des individus en milieu professionnel. Autre élément qui est mis en place dans un certain nombre de pays, c'est évidemment poursuivre les actions de ciblage de la population à risque ou bien de pathologie. Qu'est-ce que montre la littérature? C'est que eh bien souvent, les femmes, malheureusement, subissent beaucoup plus difficilement les conséquences néfastes sur leur trajectoire professionnelle de la survenue d'un cancer, de la survenue d'un handicap. Pour les hommes et les femmes, les plus de 50 ans, les salariés du privé sont beaucoup plus touchés par ces événements-là. On a d'autres sous-catégories qui aussi sont extrêmement fragilisées au regard des conditions de travail pénibles, physiques, évidemment les hommes ouvriers non qualifiés, ou bien ceux qui vont souffrir d'une fragilité psychologique à la suite de la survenue du chômage, ou alors qui avaient déjà précédemment eh bien, une fragilité psychologique qui accroît le risque de sortie du marché du travail. On a vu que c'était le cas tout particulièrement pour les hommes. Naturellement, du fait de la Covid-19, il va falloir mettre en place des plans spécifiques tournés vers les populations qui sont devenues vulnérables ou bien qui l'étaient déjà du fait de la Covid-19. Donc, il va falloir des plans tournés vers les personnels hospitaliers et médicaux, mais plus globalement, tournés également vers d'autres types de professions qui ont été mis sous tension. On pense évidemment aux enseignants. On peut penser aussi, on a parlé, il y avait une question hier ou avant-hier sur les éboueurs, tous les métiers de service, toutes les activités qui ont été jugées essentielles, dont il va absolument falloir suivre la santé au travail, ceux qui ont été en télétravail contraint et qui risquent
d'y rester parce que leurs employeurs vont développer davantage le télétravail, il va falloir absolument mettre en place des suivis de la santé de ces personnels particulièrement exposés. Les plans spécifiques qui ont été mis en place doivent évidemment être renforcés, ceux qui visent des pathologies spécifiques, le cancer, le handicap, les maladies incapacitantes, la psychiatrie, on a tendance à sous-investir dans la psychiatrie, c'est absolument fondamental. Ce secteur-là va être malheureusement particulièrement touché par la Covid-19, mais les autres aussi par ricochet, du fait du renoncement aux soins, du fait de la déprogrammation d'un certain nombre d'opérations. On a plus de 80% de déprogrammation d'un certain nombre de maladies cardiovasculaires, d'AVC, de cancers. Donc évidemment que ces personnes-là qui souffrent de maladies graves vont voir leur état de santé s'aggraver parce qu'ils n'ont pas été jugés prioritaires par rapport aux patients Covid-19. Donc vous voyez que finalement, ces plans vont devoir être renforcés. Bien sûr que c'est important de suivre aussi les personnes qui souffrent de la Covid-19 ou qui vont avoir des phénomènes de séquelles sur le long terme. On sait qu'il y a ces phénomènes-là qui se développent. Donc ceux-là vont être prioritaires, mais il ne faut pas oublier tous les autres qui n'ont pas été jugés prioritaires jusqu'à présent. Il est important, je pense, dans ces plans spécifiques de les penser, je l'ai dit tout à l'heure, de manière beaucoup plus transversale dans les politiques de l'emploi, dans les politiques du logement, dans la politique de la santé. C'est le cas dans beaucoup de pays, les politiques sont cloisonnées. Et ces plans-là requièrent vraiment une analyse systémique transversale. Et puis, on doit mettre en place une évaluation rigoureuse de ces plans. Ça, c'est très, très important. J'annonçais 5 points, en fait, il y en a 6, pardon. Des dispositifs de compensation ex post, alors ils existent, on va pas les annuler, mais il faut faire attention aux effets d'aubaine qui peuvent apparaître contre-productifs. C'est-à-dire que si j'avais un petit peu évoqué cette question-là aussi, si les dispositifs d'invalidité, par exemple, sont financièrement trop intéressants, ou bien si les critères d'éligibilité sont trop faibles, eh bien, ça peut désinciter les personnes en situation de handicap ou d'invalidité, ça peut les désinciter à vouloir rester en emploi. Ça peut donc désinciter leur effort pour rester en emploi. Donc, bon, évidemment, c'est un coût pour la société, la prise en charge des dispositifs, du type prise en charge du handicap. Je pense, moi, que de plus en plus, compte tenu d'une contrainte budgétaire qui va s'imposer à nous très rapidement, je pense que les pouvoirs publics vont se concentrer de plus en plus sur le risque lourd. C'est-à-dire qu'on peut avoir des États qui vont à terme, un petit peu comme les États-Unis, se concentrer sur les risques lourds. Le risque lourd aux États-Unis, c'est le Medicare, par exemple, ou le Medicaid. Le Medicare, c'est la concentration des soins sur les plus de 65 ans. Donc, on a une prise en charge publique au niveau fédéral qui est très importante, qui est assez proche des systèmes de prise en charge européens. Et puis, on a un Medicaid qui va porter, mais uniquement sur du risque lourd. Et puis, on va avoir encore 9% de la population aux États-Unis qui ne va pas du tout avoir d'assurance maladie obligatoire. Donc, on risque d'aller, je pense, pour la prise en charge de la dépendance, pour la prise en charge de l'incapacité, on risque d'aller sur des dispositifs qui risquent d'être beaucoup plus contraignants et qui risquent de prendre en charge uniquement le risque le plus lourd, ce qui signifie qu'il va falloir aussi réfléchir à davantage de partenariats entre le public et le privé sur des risques un petit peu moins lourds, c'est-à-dire des degrés d'incapacité ou de dépendance un peu moins lourds, qui seront moins souvent pris en charge par la collectivité. Je pense qu'on va aller sur cette tendance-là. Un point très important, très délicat, qui ressortait beaucoup de ce que je vous ai indiqué hier, c'est évidemment cette fameuse notion de risques psychosociaux au travail. Actuellement, on n'a pas véritablement de dispositif de prise en charge. On l'a vu, il est très compliqué de mesurer et d'évaluer ces risques psychosociaux au travail et pourtant, leur effet est massif sur la santé et en plus à long terme et sur toutes les dimensions de la santé. Donc ça paraît absolument essentiel de réfléchir à la prise en charge de l'exposition
à passer à des risques psychosociaux au travail. Donc d'y penser évidemment ex post, mais de le prendre en compte évidemment durant la carrière professionnelle. Et puis bien sûr, il faut réussir à renforcer la sécurité des personnes hors de l'emploi, c'est-à-dire tenter de mettre en place des dispositifs de retour à l'emploi, ce qui signifie, par définition, on a des syndicats des personnes qui travaillent, on n'a pas de syndicats de personnes qui ne travaillent pas, on n'a pas des syndicats de chômeurs. Donc on voit qu'on a une difficulté quand même dans nos pays à accompagner davantage les chômeurs. Alors on a des dispositifs généreux dans certains pays, c'est le cas par exemple en France, mais là aussi je pense que ces dispositifs risquent de se tarir un petit peu. Et pourtant, il faut qu'on soit en capacité de suivre davantage la santé au travail des personnes qui sont exclues, parce qu'il y a une relation malheureusement très claire entre la durée du chômage et la probabilité de retrouver un emploi. En France, on sait en plus qu'avec la généralisation de la couverture complémentaire en entreprise, on sait que les contrats individuels pour souscrire à une assurance complémentaire vont s'accroître, risquant évidemment pour les personnes qui sont en dehors du marché du travail, d'être en difficulté pour contractualiser, pour avoir un contrat complémentaire. Donc voilà les éléments que je voulais vous soumettre à votre sagacité s'agissant des grandes relations santé-travail et de ce qu'on peut en tirer en termes de préconisation. Alors modestement évidemment, parce qu'il faudrait vraiment faire de l'évaluation très rigoureuse des politiques publiques menées, et vous voyez qu'on ne l'a pas beaucoup fait jusqu'à présent, à part sur le handicap, en tout cas en France. Alors, j'aimerais maintenant évidemment qu'on voit ensemble un petit peu, qu'on fasse un peu le bilan de la situation. Donc j'ai passé ma journée là à essayer de collecter un petit peu les dernières infos sur les données dont on dispose, qui sont maintenant extrêmement accessibles facilement sur internet. Donc quel est le bilan? J'ai essayé dans les slides qui suivent, de vous présenter des résultats en termes d'incidence de cas Covid-19. Systématiquement, mes résultats sont rapportés à la population, parce qu'évidemment, lorsqu'on vous annonce, donc les chiffres aujourd'hui, c'est quoi? C'est 96 000 morts en France liés à la Covid-19, 23 000 morts en Belgique. Donc c'est évidemment des chiffres absolus extrêmement élevés. Si ces chiffres ne sont pas rapportés à la population, vous voyez bien qu'on a du mal quand même à juger de ce que représentent ces décès par rapport aux populations. Donc systématiquement, je vous présente ici des résultats en termes d'incidence, de tests de dépistage, de population vaccinée, rapportés à la population pour qu'on puisse véritablement comparer les pays. Alors, vous avez ici le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19. Donc, on est sur de l'incidence journalière. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ces évolutions? Vous voyez que j'ai pris un certain nombre de pays. Malheureusement, le grand pic qu'on observe ici correspond aux chiffres qui étaient observés en Belgique en novembre. Donc, vous savez mieux que moi que vous avez été confronté à une vague extrêmement importante au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on voit sur la période longue là? Donc vous voyez que j'ai regardé du 1er mars 2020, donc le début des premières mesures de confinement dans les différents pays. En France, c'est intervenu le 16 mars, et puis en Italie aussi, donc dans la plupart des pays, c'est intervenu à partir de mars 2020. Donc on a vraiment toute la période de Covid-19 ici. Si on regarde la période la plus récente, vous voyez qu'on a des chiffres très préoccupants en France, en termes d'incidence. Pour celles et ceux qui ont suivi l'intervention dont on parlait hier du président de la République française hier, on a des mesures de fermeture des écoles sur 1 mois pour les collèges et les lycées, sur 3 semaines pour l'école élémentaire, à compter de la semaine prochaine. Puisque vous le voyez, l'incidence elle est très élevée en France, elle est pratiquement à 600 pour 1 million d'habitants. En Belgique, on voit aussi une augmentation, mais on est à un chiffre plus bas, aux alentours de 400. Et puis vous voyez, dans un certain nombre d'autres pays, la Chine, le Japon, la Russie, le Royaume-Uni, on est sur des incidences beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Alors,
On va sans doute avoir des discussions entre nous parce que vous allez me demander mais pourquoi? Donc je vais essayer d'avancer des pistes, hein. Vous voyez que là encore, c'est extrêmement plurifactoriel. C'est lié aux politiques, aux stratégies vaccinales, aux stratégies de dépistage. La pandémie, elle est aussi directement liée, évidemment, aux mesures qui sont mises depuis le début de la pandémie, mais également aux interactions sociales. C'est-à-dire que des pays dans lesquels on a une très forte densité de population sont des pays également où la probabilité de rencontrer une personne ou de rencontrer plusieurs est beaucoup plus importante. Et donc ça joue évidemment sur les chiffres qu'on observe ici. Alors, deuxième graphique que je souhaitais vous présenter. On a ici le nombre de tests qui sont positifs à la Covid-19. Non, ils ne sont pas positifs, pardon. C'est les tests Covid-19. Ce n'est pas forcément la positivité là. Donc ça donne une idée du nombre de tests pour 1000 habitants qui est réalisé chaque jour. Donc là, on voit qu'on a une politique extrêmement agressive au bon sens du terme, mise en place par le Royaume-Uni. Vous savez que le Royaume-Uni, évidemment, a un très mauvais bilan en termes de nombre de décès. Depuis quelques semaines, le gouvernement de Boris Johnson se mobilise de manière extrêmement forte sur les tests, mais aussi sur la stratégie vaccinale. Et donc, ça apparaît très nettement, vous le voyez ici. La France et la Belgique sont sur un profil similaire, mais on voit que le Royaume-Uni véritablement diverge par rapport aux autres pays. Alors, vous le savez sans doute, hein, pour certains, je ne l'ai pas mis là, j'y ai pensé simplement après, mais on pourra l'évoquer. On a le cas, quand on va parler des stratégies vaccinales, évidemment, le pays qui a mis en place la stratégie vaccinale la plus forte, la plus agressive, c'est Israël, qui a d'ores et déjà vacciné plus de 60% de sa population, en tout cas pour une première dose. C'est un chiffre qui n'apparaîtrait pas sur le graphique puisque je ne l'ai pas sélectionné. Je n'ai pas voulu sélectionner trop de pays non plus pour que ça reste lisible. Pour répondre à Steve ou à Steve, je ne sais pas comment ça se prononce, si on suit votre raisonnement, on va creuser de plus en plus l'inégalité des bas salaires et des non-travailleurs face aux soins de santé. La réponse est oui par rapport, alors pas forcément, il y a deux éléments. Les conséquences de la Covid-19 sur la santé au travail et la relation santé-travail accroissent les inégalités avec certitude. Ça, c'est un premier point. Mon deuxième point que je développais tout à l'heure en disant effectivement qu'on risquait d'avoir un renforcement de la prise en charge du risque lourd, c'est-à-dire des personnes les plus malades, risque aussi d'accroître les inégalités, mais vous voyez que la réponse n'est pas si évidente, n'est pas si triviale que ça. Les personnes les plus défavorisées sont aussi celles dont l'état de santé est le plus atterré. Donc si on se concentre sur ce qu'on appelle un peu vulgairement hein, le risque lourd, enfin les personnes qui sont les plus malades, si on se concentre dessus et qu'on prend bien en charge eh bien, ces maladies-là, ça peut être bénéfique pour les plus défavorisés. En revanche, ceux qui sont très favorisés, qui ne sont pas tout en haut, mais qui sont très défavorisés, mais qui n'ont pas les maladies les plus lourdes, c'est ceux-là qui vont en pâtir, parce que ceux-là ont des revenus faibles, et ceux-là risquent malheureusement d'être les victimes d'un désengagement de l'assurance maladie de base sur des personnes qui sont malades, mais pas assez pour rentrer dans les dispositifs de prise en charge du risque le plus lourd. Voilà ce que je voulais préciser pour Steve. Alors, vous avez ici un autre indicateur auquel la population a été extrêmement sensibilisée, qu'on connaît par cœur maintenant, le R0, le fameux taux de reproduction. Alors, vous vous souvenez que ce taux de reproduction, il nous indique quoi? Il nous indique eh bien, le nombre d'individus qui vont être contaminés par un élément contaminateur. De manière simple, lorsque ce chiffre est supérieur à 1, ça signifie que eh bien, la pandémie s'accroît, que l'épidémie augmente. Lorsque, au contraire, ce chiffre est inférieur à 1, ça veut dire qu'au contraire, on a une diminution de l'épidémie. Pour le dire simplement, si j'ai un chiffre de 1,2 ou 1,3, ce qui est le cas
en France en ce moment, ça veut dire que 100 personnes qui ont le Covid contaminent 120 personnes ou 130 personnes. Donc ça veut dire qu'on est sur une phase encore d'expansion de la pandémie en France, au Canada, en Belgique, en Espagne et également au Japon. En revanche, on est sur une phase de décroissance de la pandémie en Chine, en Italie et au Royaume-Uni. D'accord? Donc c'est évidemment un indicateur qui est très intéressant, qui est utilisé par les différents pays pour ajuster évidemment leurs différentes politiques. Alors, j'ai une question d'Ilias. Dans le cas d'Israël, alors je parlais tout à l'heure d'Israël, je vous ai dit que je ne l'avais pas repris ici. Quelle est la population prise en compte? La population qu'on prend en compte dans les différents pays, Israël compris, c'est l'ensemble de la population. D'accord? Donc quand je parlais de 60% de personnes vaccinées avec une première dose en Israël, c'est les personnes qui vivent en Israël, c'est les résidents israéliens. Alors, vous avez ici le nombre de cas confirmés de décès par Covid-19 rapporté à 1 million d'habitants. Donc à nouveau pour évidemment avoir une idée en corrigeant des effets de la démographie. Donc dans le classement des pays, malheureusement la Belgique est en tête devant le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis, l'Espagne, la France. L'Union européenne en moyenne, vous voyez, se situe à peu près au même niveau que la France. On voit que les Allemands sont bien en deçà. On voit la Russie, le Canada et alors les chiffres sont particulièrement bas pour la Chine. Bon, j'ai pas eu le temps de creuser. Je pense qu'il y a évidemment des problèmes de recueil des données en Chine, à l'évidence. Le Japon est très faiblement touché. Le Japon, il y a cette caractéristique-là. Ils n'ont pas commencé leur politique vaccinale, le Japon. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Ils vont la mettre en place dans les prochaines semaines. Ils sont très peu touchés au Japon par cette pandémie. Donc voilà, c'est un chiffre qui est évidemment intéressant. Vous voyez qu'il y a véritablement 2 paliers qui correspondent aux 2 vagues. C'est intéressant de voir aussi la courbe du Royaume-Uni tout particulièrement. On voit que depuis quelques semaines, là, voire depuis 2 mois, on a vraiment un infléchissement de cette courbe qui est assez notable. Sur le graphique qui suit, vous avez cette fois-ci le nombre quotidien de décès de la Covid-19 pour 1 million d'habitants. C'est toujours rapporté pour qu'on ait vraiment une comparaison intéressante entre les différents pays. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe cette fois-ci avec cet indicateur. Vous voyez que c'est intéressant quand même de combiner les indicateurs. On voit que l'Italie a encore un niveau de décès journalier extrêmement élevé, qui se situe largement au-dessus de l'Union européenne. La France a encore un niveau élevé également. Les États-Unis et la Belgique sont un petit peu plus bas. Et le Royaume-Uni a réussi véritablement à endiguer les décès pour Covid-19. C'est quelque chose qui apparaît très clairement. Il faut comprendre évidemment que ce graphique, il est directement à mettre en lien avec la stratégie vaccinale, puisque plus vous vaccinez de personnes, et notamment que vous ciblez la stratégie vaccinale sur les plus vulnérables, eh bien moins le nombre de décès est important, puisque décèdent avant tout les personnes les plus vulnérables. Donc la stratégie vaccinale est à mettre directement en regard du nombre de décès qu'on peut observer. Alors, vous avez ici, cette fois-ci, on va regarder un petit peu les éléments de stratégie vaccinale. Vous avez ici la proportion de personnes qui ont reçu une première dose de Covid-19. Donc là, c'est un pourcentage. Donc si on avait Israël serait au-dessus de United Kingdom, puisque c'est le pays dans lequel on observe le taux le plus important. Alors, vous le savez sans doute, parce que maintenant, on est tous devenus
on n'est pas épidémiologiste, mais on a été sensibilisé à l'épidémiologie, eh bien, on sait que d'après les études, l'immunité collective est atteinte autour de 60 à 70% de la population vaccinée, attention, vaccinée par les 2 doses, hein, c'est-à-dire totalement vaccinée. Ce n'est pas encore le cas, évidemment, dans la plupart des pays. Vous voyez que le Royaume-Uni, donc Israël donc, et le Royaume-Uni sont très en avance par rapport aux autres pays, qu'on a aussi les États-Unis, notamment depuis l'arrivée de Biden, qui ont extrêmement investi la course à la vaccination. Donc ça, on a une politique extrêmement volontariste de la part de Joe Biden. Et puis tous les autres pays, vous voyez, sont à peu près aux alentours de 10, 11, 12%. On est tous dans un mouchoir de poche, là, France, Canada, Belgique, Italie, Allemagne. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, on a d'autres pays pour lesquels la pandémie apparaît moins importante, en Russie ou au Japon, et donc les stratégies vaccinales sont beaucoup moins développées dans ces pays-là. Autre élément que je souhaitais vous montrer, hein, j'étais en train de vous dire que ce qui était important pour juger l'immunité collective, qui doit nous permettre normalement eh bien d'en terminer avec toutes les mesures de confinement, hein. Donc atteindre 60-70%, eh bien on en est loin, y compris dans les pays qui ont beaucoup vacciné. Donc là, vous voyez qu'en fait, les États-Unis non seulement vaccinent beaucoup en première intention, mais aussi ont beaucoup vacciné en deuxième intention, c'est-à-dire avec du Pfizer ou de l'AstraZeneca, avec les deux doses requises, puisque là, aux États-Unis, on est à 15-16% de la population américaine qui est totalement couverte contre le Covid-19. Donc là, on voit que vraiment, on a une différence notable entre les États-Unis et tous les autres pays, hein. Vous le voyez, la Belgique est à peu plus de 4%, la France est un petit peu en dessous, et on voit qu'en tendance, hein, regardez aussi la tendance, hein, la forme des courbes, c'est quelque chose de très exponentiel aux États-Unis, alors que c'est assez linéaire en France et dans un certain nombre d'autres pays. Naturellement, hein, la campagne de défiance, enfin en tout cas les interrogations qui sont légitimes autour d'AstraZeneca et les problèmes de production des vaccins aussi on fait qu'on a perdu du temps sur les vaccinations et que la population a été aussi assez défiante, notamment évidemment sur l'efficacité d'AstraZeneca. Donc on a beaucoup entendu parler des cas de thrombose qui correspondaient à 30, 40, 50 cas dans le monde entier pour 20 millions de doses. Donc on est sur un rapport coût-bénéfice qui est quand même extrêmement favorable a priori à AstraZeneca, en tout cas par rapport à ce qui se fait sur les autres vaccins. Mais évidemment, ça a posé question puisque ça a concerné notamment les personnes de moins de 55 ans, dont certaines n'avaient pas de problème par ailleurs, n'avaient pas de comorbidité. Quoi d'autre? On a beaucoup de couleurs aujourd'hui, hein, beaucoup d'illustrations. J'ai voulu finalement, au moment de faire le point sur cette situation pandémique, vous parler aussi des mesures de restriction. Alors là, c'est une petite illustration, simplement de l'évolution des mesures de restriction entre janvier et mars 2021. Alors, comment se lit ce graphique? En fait, on a tout un tas d'indicateurs composites qui ont été constitués. Il y en a notamment un qui vient d'Oxford University, qui est repris ici, en fait, qui va combiner eh bien, des mesures mises en place par les différents pays, qu'elles relèvent de la fermeture des écoles, de la fermeture de l'accès, enfin de la fermeture d'accès par exemple à des parcs ou des choses comme ça, l'interdiction de voyager. Donc en fait, ils ont combiné toutes les mesures économiques, de fermeture d'écoles, etc., dans une échelle de 1 à 100, enfin de 0 à 100. Et 100, c'est les réponses les plus restrictives. Et là, c'est simplement en fait un petit graphique qui montre la différence entre janvier et mars. Comment se lit ce graphique? Assez facilement en fait. C'est que tous les pays dans lesquels eh bien, on a un chiffre négatif, ça veut dire que les mesures sont moins restrictives depuis le mois de janvier. Donc c'est le cas
en Israël de manière très prononcée, aux États-Unis, c'est pas le cas un petit peu en Allemagne, c'est pas le cas au Royaume-Uni, en France, au Brésil. J'ai pas trouvé les chiffres là pour la Belgique. Donc vous voyez, c'est intéressant. Alors en plus, c'est avant les nouvelles mesures coercitives là, proposées par Macron. Donc notre évolution va être encore plus défavorable, c'est-à-dire que l'indicateur sur cette fameuse échelle d'allant de 0 à 100 va davantage se dégrader pour le cas français. Alors, deuxième partie de cette deuxième partie, quels sont les effets de la pandémie sur la santé? Alors on peut tenter de différencier deux types d'effets, les effets directs et les effets indirects. Les effets directs, ils sont assez faciles intuitivement à comprendre. On peut en avoir de deux types. Les effets psychologiques de la pandémie, tout d'abord, c'est la peur de l'infection. Cette peur de l'infection, on le sait aujourd'hui, ça a été extrêmement documenté. Il y a des centaines d'articles sur la question. J'en ai repris ici que 3. On sait aujourd'hui que c'est d'abord l'âge qui joue un rôle sur les formes sévères liées à la Covid-19. Ce sont également les comorbidités du type hypertension, cholestérol, maladies respiratoires et cardiovasculaires, cancer et également obésité, qui apparaissent comme étant des facteurs de comorbidité indépendamment de l'âge, des facteurs de comorbidité importants pour expliquer des formes sévères liées à la Covid-19. Donc on peut supposer que les effets psychologiques de la pandémie, entendus comme étant la peur de l'infection, sont davantage répandus dans la population âgée, notamment de plus de 65 ans. Alors, je vois qu'une question m'est posée par Thomas. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait des stratégies vaccinales qui sont aussi différentes entre les pays? Alors, il y a une première explication. Pourquoi une différence entre l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis? En Europe, on a une agence européenne du médicament. On a un système qui est extrêmement régulé. Donc, on a attendu dans un certain nombre de pays, notamment en France, qu'on ait d'abord un accord qui soit donné rigoureusement par l'autorité européenne du médicament. C'est ensuite passé à un niveau national. À un niveau national, en France, c'est la Haute Autorité de Santé, notamment, qui va émettre un avis. Donc, ces différents dispositifs de régulation et d'autorisation conduisent évidemment à des temporalités plus longues. Ça, c'est une première explication par rapport à la FDA aux États-Unis, par rapport au Royaume-Uni, qui ont des mesures plus souples. Vous voyez par exemple pour AstraZeneca, la Haute Autorité de Santé a recommandé, en dépit de l'avis de l'Autorité européenne du médicament, de n'adresser AstraZeneca qu'aux plus de 55 ans. Donc évidemment, ces mesures vont avoir un impact sur la stratégie médicale, sur la montée en charge, sur la stratégie vaccinale, pardon, sur la montée en charge du vaccin, mais également sur les réticences éventuelles des individus. Autre paramètre qui peut expliquer ces disparités, l'appareil productif. Et donc la négociation qu'on a eue avec les industries pharmaceutiques. Les États-Unis, et ça c'est Trump qui l'a mis en place, ont négocié très tôt des volumes extrêmement élevés de médicaments pour produire sur le sol américain ou pour produire sur le sol britannique. Il y a eu la même stratégie au Royaume-Uni pour produire localement. Donc, ils ont pu évidemment davantage produire Pfizer, AstraZeneca, Pfizer notamment, BioModern aussi, ont été. Le Royaume-Uni a été engagé sur un des vaccins directement. On le sait pour la France, Pasteur n'a pas réussi à mettre sur le marché un vaccin qui puisse respecter les 3 phases cliniques et qui puisse être totalement valide, efficace et sûr. Donc évidemment, lorsqu'on n'a pas de vaccin localement ou une industrie pharmaceutique nationale qui a pu produire un vaccin qui va être validé, c'est aussi compliqué. Donc tous ces paramètres-là interviennent dans les disparités qu'on observe entre les différents pays. Donc, premier effet direct, l'effet psychologique de la pandémie. Deuxième effet, les effets psychopathologiques liés aux mesures de confinement.
Alors, l'épidémie de Covid-19, elle a conduit, on le sait bien, à la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, de stratégies visant à endiguer l'expansion de cette pandémie. Donc, ces dispositifs ont été plus ou moins contraignants, évidemment, selon les pays. On voit par exemple en France, l'argument est sans cesse repris par le ministre de l'Éducation, qui se félicite que les écoles aient été si peu fermées en France. Naturellement, les mesures de confinement strictes entraînent directement, j'ai mis peu entraîné, non, entraînent, hein, on le sait, la littérature est très claire sur le sujet, des effets psychopathologiques tels que l'augmentation de l'ennui, des troubles du sommeil, des troubles de l'anxiété, du stress post-traumatique, des risques de dépression, de suicide, des troubles alimentaires, des troubles de la dépendance et des phénomènes de violence domestique. Donc ça, c'est extrêmement bien documenté. Ce qui est intéressant aussi et ce qui est très documenté, c'est que les mesures en elles-mêmes favorisent ce type d'effets psychopathologiques avec des effets sur la santé mentale. Mais ce qui apparaît aussi très fortement, c'est le niveau d'adhésion aux mesures. L'adhésion a été par exemple très forte pour le premier confinement. Mon sentiment sur le premier confinement, c'est que on a cru qu'on pouvait tous être touchés de la même manière. Je pense que on a eu une forte adhésion au confinement parce qu'on a eu le sentiment que le risque était également réparti dans la population. Si le risque d'être contaminé pouvait apparaître effectivement assez bien réparti dans la population, eh bien le risque de développer des formes sévères n'était évidemment pas du tout bien également réparti dans la population, puisque c'est les plus malades et donc bien souvent les personnes les plus défavorisées également qui vont être le plus souvent touchées. Mais le niveau d'adhésion au premier confinement a été beaucoup plus élevé en raison de ce qu'on appelle en économie une asymétrie d'information et le sentiment que finalement on pouvait être nous-mêmes aussi touchés avec des formes sévères. Je pense également que, naturellement, hein, les injonctions contradictoires, les fake news, ont joué un rôle important sur le sentiment de mal-être, le sentiment de solitude, l'anxiété et donc la plus ou moins grande adhésion aux mesures de confinement ou de distanciation sociale. Il y a eu évidemment des études très claires sur le sujet. Je pense que par rapport à des informations qui sont contradictoires au sein d'un exécutif, d'une semaine sur l'autre, peuvent également évidemment renforcer les troubles anxieux et le mal-être des individus. Donc ça a été aussi bien mentionné dans la littérature. Les effets indirects, en fait, vont renvoyer à ce que je vais vous raconter sur les effets de l'emploi, parce que les effets indirects, ils vont transiter pour beaucoup par l'emploi. Le Covid-19, les mesures mises en place pour combattre le Covid-19 vont avoir un effet sur la croissance économique, qui va donc avoir un effet sur le marché du travail, qui va avoir un effet sur la masse salariale et donc l'augmentation du chômage. Si on a une baisse du PIB, on a une baisse de l'offre sur le marché des biens et services. Et donc, on va avoir aussi une baisse de la demande sur le marché des biens et services parce que les gens ne vont pas pouvoir consommer. Si on a une baisse de l'offre sur le marché du travail, eh bien, on n'a plus besoin d'autant de facteurs de production que précédemment. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les machines à l'arrêt, on va mettre en place du chômage partiel et si ça dure trop longtemps, eh bien, les entreprises vont licencier. Donc, augmentation du chômage, mais également phénomène de précarisation dans l'emploi et phénomène d'altération de la santé par le biais indirect du renoncement aux soins et de la déprogrammation des opérations hors Covid. Donc, les effets indirects, vous le voyez sur la santé, sont multiples et malheureusement vont être évidemment très, très prégnants et commencent à l'être dans les premiers résultats dont on dispose. Je suis désolé, c'est pas très réjouissant cette séance. Alors, les effets de la pandémie sur l'emploi et les relations santé-travail, enfin là plutôt travail-santé.
Donc, c'est ma dernière partie. Le confinement lié à la Covid-19 a exposé tout particulièrement au risque de précarité permanente, voire d'exclusion sur le marché du travail, avant tout les salariés et les indépendants. Donc, il y a évidemment une première approche un peu sectorielle à avoir, alors que dans le secteur public ou parmi les salariés qui ont pu pratiquer, qui pratiquent encore le télétravail, on peut supposer globalement que cette précarisation, qui passe par le revenu notamment, a été moindre. Les effets ne sont pas encore quantifiables. On a des premiers effets de très court terme pour l'instant, donc il faut être prudent par rapport à ce qu'on peut raconter. On peut cependant identifier des dangers spécifiques qui devront être rigoureusement évalués. Le premier, c'est évidemment la chute du PIB en 2020 et le risque de sortie du marché du travail. Ça, je vous ai montré la littérature sur chômage et santé. On a une chute du PIB qui va accroître le chômage. Les chiffres sont déjà là, je les ai repris pour vous ici. Donc, c'est des chiffres qui proviennent de l'OCDE. Je vous invite à regarder notamment l'avant-dernière colonne. On a ici en fait le taux de croissance trimestriel du PIB réel, c'est-à-dire du PIB en volume, au cours des différents trimestres. Donc si je regarde, allez, regardons tout de même la colonne 2019 avec la petite étoile là. Ça traduit l'évolution du PIB. Le PIB, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure de croissance économique. C'est la manière de mesurer l'évolution de la croissance économique d'une année sur l'autre ou d'un trimestre sur l'autre. Quand on regarde le 1,6 qui est ici pour 2019, ça signifie tout simplement qu'en 2019, la croissance économique, la croissance du PIB a augmenté de 1,6% par rapport à 2018. OK ? Donc, si je regarde le cas, par exemple, des États-Unis, en 2019, on a un taux de croissance de 2,2%, ce qui signifie qu'entre 2018 et 2019, j'ai une augmentation de la richesse créée, de la production, de 2,2%. Qu'est-ce qui se passe en 2020? Alors, c'est des données qui ne sont pas encore totalement consolidées, mais on a quand même des éléments maintenant qui sont assez robustes. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que pour l'ensemble des pays de l'OCDE, on a une baisse de 4,9%, donc de 5% de la croissance économique entre 2019 et 2020. Baisse donc de 5%, c'est absolument majeur. Quand on regarde dans les différents pays, eh bien, l'Union européenne, c'est une baisse de 6,3%. En Allemagne, on a une baisse de 5%, au Canada de 5,4%. Je n'avais pas la Belgique sur ce tableau-là, donc j'ai été récupérer le chiffre. C'est une baisse de 6,3%, donc similaire à ce qu'on observe au niveau de l'Union européenne. Et vous le voyez, on a des pays qui sont particulièrement touchés, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, avec une chute du PIB supérieure à 8%, de l'ordre de 10% pour le Royaume-Uni. Alors bien sûr, ce n'est pas une crise comme celle de 2009, c'est-à-dire qu'on a un rebond très important attendu en 2021. Ce rebond ne permettra pas cependant de compenser cette chute, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir en 2021, en France par exemple, une augmentation de 8%. Non, elle va être de 4, 5 ou 6%. Donc elle ne va pas permettre de compenser ce choc extrêmement fort qu'on a subi en 2020. Donc voilà, ça vous donne une idée de l'amplitude de la chute du PIB. Cette amplitude, elle se répercute directement sur le taux de chômage. Vous avez ici les prévisions de taux de chômage dans les perspectives économiques de l'OCDE pour 2020 et 2021. C'est pas totalement, je dis encore que c'est des projections parce que c'est pas encore totalement consolidé pour 2020. Et puis là, c'est véritablement des prévisions pour 2021, puisque naturellement, on est loin d'être à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que le taux de chômage exprimé en pourcentage de la population active, c'est les gens qui travaillent et les gens qui cherchent un emploi, c'est-à-dire qui sont au chômage. Donc, on a au numérateur le nombre de personnes qui cherchent du travail et au dénominateur, on a les gens qui travaillent et ceux qui cherchent un emploi.
eh bien, vous voyez que ce taux de chômage augmente de pratiquement 2 points en Espagne, augmente de pratiquement 2 points également en Italie, qu'il augmente de plus de 2 points en France, en Belgique, au Royaume-Uni, qui est extrêmement touché également. Et vous voyez que les États-Unis, en revanche, qui est une économie extrêmement réactive, eh bien, voit même une diminution de son taux de chômage entre 2020 et 2021. Comment on explique ces phénomènes? Le système américain, il a choisi comment dire? Initialement, en tout cas, dans les pays européens, on a choisi l'emploi plutôt que le chômage. C'est-à-dire qu'on a plutôt parié sur des emplois de qualité. On a une protection de l'emploi qui est très élevée. En tout cas, c'était le pari initial, hein. Je vous ai dit que la qualité de l'emploi se dégradait. Aux États-Unis, on peut très facilement être employé, mais on peut être très facilement employé. Les entreprises emploient très facilement, mais licencient également très facilement. Donc il y a un très fort turnover. Et évidemment, les conditions d'emploi et de travail en moyenne sont beaucoup plus mauvaises aux États-Unis qu'en France ou qu'en Belgique. Donc naturellement, cette augmentation du chômage qu'on voit donc là poindre de manière très claire en France et en Belgique pour les pays qui nous intéressent tout particulièrement, et puis pour les autres pays également, va conduire à une dégradation massive de la santé. Alors, là, j'ai voulu mettre en évidence les changements en dehors de l'emploi en pointant évidemment l'augmentation du chômage et les répercussions sur la santé qu'on va avoir. Quels sont les changements cette fois-ci dans l'emploi? Au sein de la population qui va rester en emploi, qui va réussir à garder un emploi. J'ai précisé hier tous les mécanismes par lesquels l'emploi protège la santé. Eh bien, tous ces mécanismes sont mis à rude épreuve par la Covid-19. La fonction protectrice de l'emploi sur la santé a été et est encore dépréciée. Premièrement, je vous ai dit que, évidemment, cette fonction protectrice de l'emploi sur la santé, elle transitait par le revenu. L'effet revenu, il est affaibli et il est conditionné à la politique de soutien des gouvernements. Clairement, aux dispositifs d'activité partielle qui sont mis en place. En France, on a un dispositif extrêmement généreux qui a été mis en place, qui a permis de préserver quand même 84% du revenu net. Cependant, on a tout de même subi une diminution du revenu. Alors, il y a un élément qui est absolument clé, je l'ai un tout petit peu évoqué, je crois, dans la première séance, c'est que on a une chute du revenu, mais on a aussi une chute de la consommation. Et en fait, la chute de la consommation qui est liée au confinement a été plus forte que la chute de revenus. Donc, il y a un enjeu absolument majeur sur l'épargne et sur l'utilisation de l'épargne. C'est des dizaines de milliards d'euros en France, 50, 60 milliards d'euros qui en fait ont été, on appelle ça en économie, thésaurisés, qui sont encore sur les comptes courants, sur les livrets A et qui n'ont pas été utilisés. Donc, même si les salaires ont diminué, il y a quand même eu une accumulation très importante de l'épargne qui, si elle est remise dans l'économie réelle, pourrait permettre quand même de soutenir à la fois la consommation des ménages, mais également l'économie de manière générale. L'effet de la complémentaire sur la santé, il est également atténué. Je vous disais hier que l'effet de la complémentaire sur la santé transite par deux effets. On pense que la complémentaire santé va améliorer l'accès aux soins et que l'accès aux soins va améliorer la santé. Eh bien, pareil, cette mécanique-là, elle est mise en difficulté. Théoriquement, quand on a une baisse de l'activité économique, eh bien, on a plus de temps pour investir dans sa santé. On a plus le temps pour aller voir son médecin, pour faire du sport, pour se faire des petits plats. Donc, on devrait davantage investir dans la santé. Il est également possible, quand on a une baisse de l'activité économique, de réallouer du temps, pourquoi pas, pour consacrer plus de temps aux personnes âgées qui peuvent favoriser une réduction de la mortalité chez les retraités, etc. Or, le confinement a empêché ces mécanismes vertueux et cette réallocation du temps disponible. Mais elle a aussi empêché, du coup, de consommer du soin. Donc,
Autre élément très important, comme on a eu une baisse de la consommation de soins, ça va avoir des répercussions très importantes sur la santé des personnes hors Covid, je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc on a observé en France notamment, mais dans tous les pays, une baisse très significative du recours aux soins de ville. C'est 30% de moins observé en recours aux médecins généralistes. Donc ça apparaît totalement aberrant, ça veut vraiment dire que dans certains pays, ça a été le cas en France, les médecins généralistes n'ont pas été assez associés à la lutte contre la Covid-19. C'est-à-dire que là, il y a un problème de coopération, de coordination entre les acteurs du système de santé qui au début est passé exclusivement par les hôpitaux publics. On a mis beaucoup de temps, en tout cas en France, pour faire se coordonner entre l'hôpital et la ville, pour faire se coordonner entre le médico-social et le soin. On a une gestion en France qui est très différente entre le soin et le médico-social. Le soin est géré au niveau des agences régionales de santé, un niveau régional. Le médico-social est géré au niveau départemental. Et donc, il y a eu un isolement très important des personnels dans les maisons de retraite. Donc, ça a été très douloureux, difficile au début. Donc cette coordination, elle est absolument nécessaire. C'est quelque chose sur lequel j'insiste aussi beaucoup. On a eu aussi une baisse des vaccins durant cette période. Moins 16% de recours aux soins de vaccins, rougeole, oreillon, rubéole. Donc là encore, ça va avoir des conséquences à moyen long terme sur la survenue potentiellement de maladies qui étaient précédemment éradiquées et qui peuvent réapparaître parce que la vaccination, notamment infantile, a pris du retard. On peut également supposer, mais cette hypothèse reste à tester, qu'à un niveau de garantie de complémentaire similaire, les personnes en emploi, confinées dans l'obligation de travailler à domicile, ou bien autorisées à se rendre sur leur lieu de travail, pourraient être même davantage victimes que les personnes sans emploi. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas du tout pu accéder aux soins, elles ont une tension, une pression encore plus forte que les personnes qui sont sans emploi. En tout cas, ça mérite de mettre en place des études pour essayer de tester cette hypothèse-là. Il est probable également, on a des projets de recherche sur cette question-là, on commence à investir à peine ces questions-là, qu'il y ait des effets qui soient différenciés du confinement selon la région notamment, et que ces effets différenciés se combinent aux déterminants classiques de non-recours aux soins, notamment les barrières géographiques liées à une faible densité médicale. Donc dans les zones territoriales qui vont être très touchées et qui par ailleurs vont être confrontées à un problème de nombre de lits d'hospitalisation, eh bien, on voit bien là que ça va être aussi extrêmement problématique. Alors ça renvoie, mais je n'ai pas le temps de vous en parler, à des différences de système de santé en termes de nombre de lits pour 1000 habitants, nombre de lits en soins de réanimation, soins de suite et de réadaptation, soins intensifs qui sont très différents entre les pays. Par exemple, l'Allemagne est très bien pourvue en lits, mais également en médecins, également en infirmières. Donc ça permet également d'être plus réactif sur le terrain. Donc on voit qu'il y a évidemment le mode de gouvernance et de système de santé qui joue, mais après on a aussi évidemment les facteurs de production, si je puis dire, le nombre de médecins, de lits disponibles sur le territoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette situation d'accès aux soins reportés et de déprogrammation massive? C'est qu'on va avoir une vague, non pas pandémique, mais une vague de surconsommation de soins de ville pour les patients aisés, les soins de ville étant moins bien remboursés, voire de services hospitaliers pour les populations les plus défavorisées, parce que ce renoncement aux soins, ce report dans l'accès aux soins, cette déprogrammation va avoir un effet très important sur la dégradation de la santé. Et donc, on va avoir des patients qu'on ne voyait pas forcément précédemment, qui, parce qu'ils n'ont pas pu être soignés, vont vouloir accéder très fortement à l'hôpital et aux soins de ville. Donc, on a vraiment un risque de services d'urgence qui vont être extrêmement sollicités. On a même des études en France qui prouvent que les patients hors Covid
notamment souffrant de cancer, vont avoir une surmortalité de l'ordre de 2 à 5%. C'est des résultats qui ont été produits par l'Institut Gustave Roussy en France. Autre élément, autre phénomène qui est absolument caractéristique de la Covid-19, les téléconsultations qui ont absolument explosé en France et partout. En France, il y a une prise en charge à 100% par l'assurance maladie obligatoire de la téléconsultation. Donc évidemment, on peut se dire, bon, ça va compenser un petit peu le renoncement aux soins. Il y a des gens qui ont eu peur de sortir de chez eux, mais qui ont pu accéder à de la téléconsultation. Là encore, par rapport à une des remarques de Steve tout à l'heure, évidemment que ça, c'est un phénomène d'amplification des inégalités sociales, à l'évidence. Pourquoi? Parce que naturellement, il y a une fracture sociale numérique qui est très forte, il y a une fracture territoriale numérique qui est aussi très forte, et donc n'ont pu accéder à ces téléconsultations que des personnes un petit peu éduquées ou bien qui ont été accompagnées. Donc là, cette situation-là de téléconsultation risque de renforcer les inégalités sociales d'accès aux soins, au détriment des salariés peu qualifiés et également des travailleurs dans des secteurs jugés essentiels, qui eux, de toute manière, même s'ils avaient pu faire de la téléconsultation, ont été contraints de continuer à travailler. Autre élément, je vois la question, j'anticipe la question de, voilà, la question de Hamza. Donc, je l'ai dit pour le cas de l'Allemagne, évidemment, le nombre de médecins, donc ce qu'on appelle la densité médicale, le nombre de médecins pour 1000 habitants, pour 100 000 habitants, est une donnée importante qui peut expliquer aussi la qualité du déploiement de la vaccination. Alors après, la vaccination, elle ne passe pas uniquement par les médecins, mais évidemment, c'est avant tout par les médecins que ça passe. Mais quand les pays ont mis aussi en place une politique permettant très tôt de solliciter les infirmières, les pharmaciens, pourquoi pas également les vétérinaires, évidemment, c'est l'ensemble des professionnels de santé qui va être mobilisé et qui va pouvoir expliquer aussi les tendances différentes qu'on observe entre les différents pays. Mais votre remarque est évidemment frappée au coin du bon sens. Alors, ce qu'on pourrait se dire, a priori, mais vous voyez que cette hypothèse, elle ne tient pas trop longtemps la route, c'est que de prime abord, certaines professions, finalement, qui sont habituellement très peu visibles, voire même qui sont socialement dépréciées, dénigrées, ont pu se trouver renforcées psychologiquement en termes d'estime de soi, d'utilité sociale, parce que tout à coup, on a découvert, en tout cas certains d'entre nous ont découvert, que ces professions étaient jugées indispensables ou essentielles pour assurer le minimum, enfin le fonctionnement minimal de l'économie française, mais de n'importe quelle économie, que ce soit les éboueurs, les postiers, les livreurs, les agriculteurs, les employés de la grande distribution. Donc je pense que à court terme, ça a pu avoir un effet en termes de reconnaissance du travail, un effet positif sur la santé. Évidemment, les effets pathogènes du travail ont sans doute pris le pas sur cette reconnaissance qui était symbolique, mais qui était réelle, parce que les effets pathogènes du travail ont été très renforcés, d'une part, pour les personnes qui ont travaillé sur leur lieu de travail dans des secteurs essentiels, parce que les cadences ont été imposées, la latitude décisionnelle a diminué. Évidemment aussi, il y a un effet direct de la pandémie, je parlais des personnes âgées, mais parmi les personnes qui ont dû travailler sur leur lieu de travail, je pense aussi aux enseignants qui ont dû tourner pour accueillir les enfants de soignants. La peur d'être contaminé a joué un rôle direct, évidemment, en lien avec la privation de toute latitude décisionnelle. Donc ça, à l'évidence, pour les personnes des secteurs essentiels, eh bien, l'effet pathogène du travail a été renforcé. D'autre part, pour celles et ceux qui ont été confinés et forcés au télétravail à domicile, eh bien là aussi, de nouvelles formes de contraintes se sont imposées à ces personnes, des contraintes techniques, des contraintes psychosociales, des contraintes organisationnelles. Par ailleurs, le renouvellement temporaire
en France en tout cas, des seuils de durée maximale de travail ont été aussi de nature à amplifier le risque sur la santé parce qu'évidemment, ces durées maximales ont été imposées aux différents salariés. Autre élément que j'aimerais vous soumettre, alors à nouveau, je m'en excuse hein, sur données françaises, on peut s'interroger évidemment sur le risque spécifique qu'on fait porter sur le milieu hospitalier. En France, en tout cas, on avait un secteur qui était déjà extrêmement en souffrance. Un secteur hospitalier, notamment l'hôpital public, qui était en grande souffrance au travail. Lorsqu'on analyse les données des enquêtes conditions de travail et risques psychosociaux de la DARES, qui est la direction de la recherche, de l'animation de la recherche au ministère du Travail, eh bien, on observe, avant même la crise pandémique, hein, que les personnels soignants étaient déjà soumis à des contraintes physiques et psychologiques et psychosociales, sensiblement plus fortes que la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, mais également le secteur privé. En France, on a trois fonctions. Hein. On a la fonction publique d'État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. Ainsi, ce que nous disent ces données, c'est que 56% des personnels donc, publics de l'hôpital déclarent souffrir d'au moins 3 contraintes physiques intenses, alors que cette proportion n'est que de 19% dans la fonction publique d'État, de 32% dans la fonction publique territoriale et de 34% dans le secteur privé. Donc, vous voyez que le gap, le différentiel est très élevé entre les différents secteurs et se fait systématiquement au détriment de l'hôpital public. De surcroît, ces personnels nous disent souffrir d'une plus faible autonomie au travail et également de souffrir le plus souvent de conflits de valeurs. Les conflits de valeurs, évidemment, c'est une sorte de désaccord entre les valeurs de la hiérarchie et les valeurs que vous portez vous. C'est un point qui est central sur le sens du travail, c'est un point qui est central au moment où, compte tenu de la situation actuelle, les personnels soignants sont amenés à devoir faire une chose évidemment horrible, un terme qui est absolument horrible, dont on entend parler depuis pas mal de temps maintenant, c'est le tri des patients. Donc ce tri des patients, finalement, on a décidé, il a été décidé que les patients Covid-19 étaient prioritaires sur les autres patients. C'est évidemment tout à fait discutable pour des personnes qui souffrent d'un cancer, d'une maladie cardiovasculaire. Ça renvoie même à la valeur de la vie. On a des travaux sur la valeur de la vie en économie. Alors c'est évidemment très sensible comme sujet, mais vous voyez bien que lorsque, par exemple, on assiste à un crash aérien, il y a un dédommagement financier. Donc derrière, les assureurs ont finalement réfléchi à une valeur de la vie ou une valeur du décès, et donc d'une contrepartie financière. Et vous voyez bien que lorsque nous avons une tension hospitalière aussi forte, aujourd'hui la tension hospitalière en France, c'est 98%. Ça veut dire que 98% des lits hospitaliers sont occupés par des patients Covid-19. Et pourtant, on a des malades graves, de maladies cardiovasculaires, d'AVC, de cancer. Eh bien, ceux-là sont jugés moins prioritaires que ceux qui souffrent d'une Covid-19. Vous voyez bien aussi que dans le débat actuel se pose la question de l'âge des patients. Les patients qui souffrent d'une comorbidité associée à des risques sévères de Covid-19 ne sont pas prioritaires pour le vaccin aujourd'hui en France. C'est tout à fait discutable, questionnable, évidemment. D'autant plus pour certaines professions qui peuvent avoir une obligation de travailler. Donc évidemment, ces questions-là sont extrêmement délicates, mais se renforcent et vont se renforcer malheureusement avec la Covid-19. 36% des personnels hospitaliers déclarent faire trop vite une opération qui demanderait davantage de soins, contre 26% des salariés du secteur privé. C'est évidemment quelque chose de très préoccupant quand on sait que la qualité des soins, évidemment, renvoie directement à ce qu'on peut espérer en termes d'efficacité des soins. Les rythmes de travail sont aussi beaucoup plus contraints pour l'hôpital. 43%
des agents hospitaliers publics déclarent subir au moins 3 contraintes de rythme, contre 37% des salariés du privé, 25% des agents de la fonction publique territoriale et 21% des agents de la fonction publique d'État. Donc, ce serait intéressant si vous avez si on a des analyses un petit peu similaires en Belgique, de pouvoir les comparer. Je voulais donc indiquer ces contraintes déjà très prononcées avant Covid-19 vont évidemment s'accentuer. Alors, on a des formes de compensation qui sont mises en place. On a eu une prime exceptionnelle en France de 2 500 € pour les personnels soignants, des majorations de 50% des heures supplémentaires. Alors, elles peuvent permettre, mais très partiellement, d'atténuer les effets négatifs de ces conditions de travail exceptionnelles sur la santé des soignants, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on ait un choc positif de revenus sur le niveau de richesse qui soit beaucoup plus élevé pour tenter de compenser un petit peu les effets délétères de ces conditions de travail sur la santé. Là, on a une explosion des burn-out, on a une explosion évidemment des troubles de la santé qui vont évidemment perdurer malheureusement dans le temps. On a également un risque d'absentéisme explosif, avec l'extrême fatigue, avec les états de stress post-traumatique, on les observe déjà, alors même que les agents de la fonction publique hospitalière étaient déjà sujets à des accidents du travail plus fréquents. En 2016, 13% des agents de la fonction publique hospitalière, tout particulièrement les aides-soignants, déclarent au moins un accident de travail dans l'année, contre 8% dans la fonction publique d'État et 10% dans le privé et dans la fonction publique territoriale. Les 2 dernières diapositives que je voulais vous présenter aujourd'hui sont relatives évidemment à l'interrogation qu'on peut avoir sur les effets du télétravail. C'est des nouveaux risques, on en a déjà un petit peu parlé. Ces situations de télétravail, elles sont subies et elles sont soudaines. Donc évidemment qu'elles sont contraignantes et qu'elles ont un effet délétère sur la santé. La première chose qu'on a pu évidemment observer, c'est donc là je vais un petit peu plus vite, les effets négatifs du télétravail sur les conditions de travail vont largement l'emporter sur les effets positifs et vont affecter à moyen terme la santé psychique des travailleurs. Évidemment, ces effets négatifs sont directement reliés à l'intensité d'une part, mais aussi le temps d'exposition. Je vous ai indiqué notamment hier dans les travaux qu'on a menés que ces 2 facteurs, ces 2 variables, intensité et durée d'exposition, étaient absolument centrales dans la compréhension de la dégradation de la santé qui en résultait. Donc finalement, ce qu'on peut attendre de ce télétravail, à court terme, il y a eu des chutes de productivité horaire qui ont été observées, attendues et observées. Pourquoi? Parce que, il a fallu que les entreprises s'adaptent, d'une part, et que les employés s'adaptent également. Donc, on a eu des problèmes techniques, il y a des contraintes de matériel, de surcharge des plateformes de travail à distance, on a eu aussi ces phénomènes-là. Donc, il y a un temps incompressible d'apprentissage des nouvelles formes de travail à distance pour de nombreuses personnes qui n'avaient jamais procédé de cette manière-là. Donc, ces contraintes-là, en tout cas au début, elles ont renforcé les situations de stress au travail. En France, en 2017, on a 3% simplement des salariés qui télétravaillent au moins un jour par semaine. Donc, c'est très, très faible. Et dans cette population-là, on a les 2 tiers, par exemple, qui sont les 2 tiers pratiquement, qui sont des cadres, alors que les cadres représentent 17% des salariés en France. Par ailleurs, c'est une pratique très occasionnelle. Alors que fin mars 2020, vous voyez qu'en l'espace de très peu de temps, il y a un quart des salariés français qui travaillaient en télétravail à temps complet. Donc, évidemment, ce télétravail subi, contraint, a eu de forts effets négatifs sur la santé, notamment mentale, mais aussi sur les troubles musculo-squelettiques, parce qu'évidemment, on se tient mal sur nos chaises, elles sont moins ergonomiques que celles qu'on a en milieu professionnel. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, à retenir, tous les éléments dont je vous parle dans la première partie sont évidemment amplifiés par la Covid-19. On a la nécessité d'évaluer maintenant les effets de la Covid-19 sur la santé mentale d'une part, physique d'autre part, de court, de moyen et de long terme. La nécessité de suivre absolument les personnes qui ont été
bon, il y a les personnes qui sont sorties du marché du travail, bien sûr, mais celles qui, sur le marché du travail, ont été les plus confrontées à ces conditions difficiles, ceux qui sont dans les secteurs essentiels, ceux qui ont subi le télétravail, ceux qui ont le plus perdu en termes de revenus. Donc là, il y a véritablement à mettre en place des suivis de cohortes épidémiologiques en milieu professionnel. Donc il y a vraiment un travail de suivi qui est très, très important à mettre en place. Je pense aussi, il y en a peut-être dans la salle, que les actions d'un certain nombre de spécialistes, j'en avais déjà parlé, je ne vais pas oublier cette fois-ci les ergonomes, les ergothérapeutes, pardon, et les kinésithérapeutes. Il y a des actions à mener en entreprise pour que les salariés soient beaucoup plus souvent sensibilisés aux bonnes postures en milieu professionnel, notamment lorsqu'ils sont en télétravail. Donc ça renvoie aussi à l'équipement qu'on peut avoir à domicile. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces 4 séances vous auront intéressé. Je suis tout à fait conscient qu'elles sont denses, qu'il y a sans doute la nécessité de votre côté de la digestion et je suis ouvert, pour les quelques minutes qui nous restent à des échanges si vous le souhaitez. Alors je vois qu'il y a un Steve avait proposé une question il y a quelques minutes. Alors, votre professeur Muriel Sacco demande peut-être des précisions. Nous vivons dans des démocraties sans oser nous exprimer. On râle, mais on continue à subir. Voilà de prime. Passer ensuite. Alors, oui, ça requiert sans doute un petit peu de précision de votre part. En attendant que vous précisiez votre question, Steve, pardon, je ne sais pas. Quelques éléments de ce que j'ai cru comprendre. Bon, à partir du moment où on est dans un régime démocratique, vous avez parfaitement raison, on a un moyen de faire part de notre mécontentement. La question à laquelle nous devons répondre, c'est est-ce qu'un autre parti politique que celui qui est actuellement en place est en capacité ou aurait été en capacité forcément de prendre de meilleures décisions? Ça, c'est une question que nous devons, chacun d'entre nous, chaque citoyen, nous poser. Et la réponse ne me paraît pas forcément si évidente que ça. Donc, il y a évidemment des échéances électorales au niveau national qui sont pas forcément tout de suite selon les différents pays, mais il y a évidemment des échéances intermédiaires à un niveau plus local. Comme vous le savez sans doute, moi je trouve ça assez étonnant en France que le mouvement que le mouvement social soit pas beaucoup plus fort, parce que comme vous le savez, on a eu des mouvements extrêmement important autour de cette fameuse notion de gilet jaune, donc un mouvement social assez inédit en France. Donc on avait quand même beaucoup de perturbations, de mouvements qui étaient très très forts, qui n'ont pas tant d'écho que ça en ce moment. Je pense que la grogne monte évidemment parce que les injonctions sont beaucoup plus contradictoires qu'elles ne l'étaient auparavant et parce que je pense que le grand public est sans doute particulièrement agacé de cette confusion permanente entre les objectifs sanitaires, les objectifs économiques. Et je pense qu'on a du mal aussi, nous, scientifiques, à parler d'une seule voix. Et je pense que le grand public s'est rendu compte que, eh bien, parmi les médecins, eh bien, c'était pas consensuel et que l'incertitude était inhérente à la recherche scientifique et qu'il fallait aussi accepter cette part d'incertitude qui est très compliquée évidemment à comprendre pour le citoyen parce qu'il se dit, qu'il pensait être, que la vérité scientifique était absolue, finalement elle ne l'est pas et que les incertitudes sont très nombreuses et que malgré tout, la capacité, eh bien, d'avoir des vaccins en un temps aussi record est quand même une performance importante. Mais je suis comme vous, Steve, hein, on subit tous cette situation très difficile, tout particulièrement vous, évidemment, si vous êtes étudiant, hein, j'en ai conscience. Mais oui, c'est étonnant que, en tout cas, que les mouvements sociaux soient pas plus prononcés, en France en tout cas, je trouve. Voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à développer davantage votre question. Alors, je vois que voilà, vous l'avez fait. Alors, C'est une autre question.
c'est une autre question. C'est une autre question sur la croissance. Donc, j'imagine la croissance économique malgré la pandémie. Donc, la croissance économique, elle est liée à plusieurs paramètres. Elle est liée, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la flexibilité du marché du travail. Donc ça peut être en trompe-l'œil, hein. La croissance économique très dynamique aux États-Unis ou en Chine, elle peut être liée aussi à des phénomènes de flexibilité du marché du travail, mais qui ne signifient pas forcément qualité de vie au travail ou qualité du travail. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, elle est directement liée au confinement. Le nombre de semaines de confinement a eu un impact direct sur la croissance économique, on a mesuré très clairement. Nous, un mois de confinement, on perdait 3% de PIB. Donc c'était extrêmement clair, ça, il y a une relation très claire. Il y a une relation aussi très claire entre la croissance économique et la dépendance au tourisme. Ce n'est pas anodin que l'Espagne, que l'Italie, que la France soient autant affectées parce que le tourisme occupe une place très importante sur la croissance économique. Ça, c'est aussi un paramètre qui joue un rôle. Donc, vous voyez que bon, c'est très, à nouveau, plurifactoriel, hein, Hamza. Donc, c'est pour ça que, oui, d'ailleurs, Hamza répond, mais j'attendais une réponse de Steve, mais peut-être qu'il va nous donner des éléments. Mais par rapport, pardon, à la question d'Hamza, on peut aussi avoir des éléments de ce côté-là. La dépendance au tourisme et donc à la consommation des étrangers qui viennent sur le territoire national. Le nombre de semaines de confinement, la fermeture des écoles a un rôle direct sur l'économie, évidemment, parce que si les salariés sont contraints de s'occuper de leurs enfants, ils ne peuvent pas forcément travailler, ils n'ont pas toujours la possibilité d'être en télétravail. Et aussi les mesures de soutien mises en place par les gouvernements, soutien des entreprises, avec des prêts garantis par exemple, avec des reports de taxes, ou bien de l'autre côté, chômage partiel, sont aussi des mesures qui accompagnent la croissance économique. Steve, le retour de Steve. Je n'ai pas de questions, mais je pose un constat, en tout cas, un ressenti. En Belgique, la situation politique est compliquée pour notre petit pays. J'en conviens. Quand on voit les résultats, évidemment, que je vous ai donnés là sur les chiffres un petit peu de comparaison entre la Belgique et les autres pays, on voit, oui, que malheureusement, la Belgique a été très touchée. Donc peut-être que vos professeurs auront des éléments un petit peu de contextuels sur la situation politique par rapport à notre question santé-travail à vous fournir. Peut-être que Esteban ou Muriel, vous avez des éléments à compléter sur la situation locale. Oh, disons qu'on a relevé à un moment donné que notre système fédéral, la multiplication d'entités fédérées a multiplié le nombre de ministres compétents en matière de santé. Est-ce que ce serait l'explication de certaines hésitations? C'est possible. Chaque décision demande une concertation entre la région flamande, la région bruxelloise, la région wallonne. Ça, c'est un élément de complexité de notre pays, bien sûr, par rapport à un pays aussi beaucoup plus centralisé comme l'est la France. Ça, c'est un élément. Je ne sais pas. Alors ça, je pense que c'est un vrai argument, mais Oui. tu vois, c'est un argument qui peut tomber un petit peu quand on regarde l'Allemagne ou la Suisse, qui ont un système de santé très décentralisé, où chaque Länder en Allemagne fait comme bon lui semble. Et d'ailleurs, on voit, et c'est là que tu as raison, c'est qu'on voit que les Allemands sont mécontents et le font savoir, alors même que la gestion de la crise par Angela Merkel a été l'une des meilleures gestions, objectivement, en termes de crise. Mais comme effectivement, il y a cette inégalité sur le territoire, les gens se disent on n'est pas traité de la même manière. On devrait aller sur une gestion territorialisée parce que les régions n'ont pas été touchées de la même manière. Donc ça a du sens, je trouve. Mais quand évidemment, au niveau de la nation, on a des injonctions comme ça qui sont très différentes, ou des territoires qui vont être confinés et pas d'autres, forcément, on discute des critères qui ont prévalu pour expliquer les différences qu'on observe. Donc, c'est pas si évident que ça, mais c'est vrai que par rapport à ta remarque, c'est vrai que les Allemands sont mécontents en raison de cette décentralisation, alors même qu'objectivement, les résultats sont plutôt moins mauvais qu'ailleurs. Mais juste en Belgique, même si on a autant de ministres de la santé que on a des niveaux de pouvoir comme les régions et les communautés qui ont les mêmes pratiquement pouvoirs que le fédéral, quand même le fédéral pendant la crise a quand même réussi à
reprendre un petit peu le lead, on va dire, sur les questions, enfin sur la gestion de la crise, et même si on a des différences, elles sont quand même, enfin je veux dire, elles sont quand même pas énormes. Enfin je veux dire, on a un couvre-feu à Bruxelles qui est à 22 heures, alors qu'il est en Wallonie, en Flandre, à minuit. La gestion de la crise est quand même pas très très différente d'une gestion, enfin d'une région à l'autre. Il y a quand même pas mal de concertation. Non, Esteban, les mesures sont quand même globalement les mêmes. Il y a quelques ajustements ou quelques différences, mais c'est pas fondamentalement très très différent. Bien sûr, mais c'est ce qu'on dit. On a souligné la complexité comme une des explications de la situation qui s'est avérée parfois plus grave en Belgique par rapport à des pays voisins, mais ce n'est pas mon explication à moi. Et d'un autre côté, pour la première fois depuis des décennies, je dirais, il y a une tendance à la décentralisation vers les entités fédérées. Et pour la première fois, on voit l'intérêt du fédéral, quoi. De la nécessité, on l'a même évoqué, de peut-être redonner des compétences. À mon avis, on n'ira pas vers là une fois que la crise sera passée, mais en tout cas, on a évoqué la nécessité de revenir, de recentraliser un certain nombre de compétences qui avaient été décentralisées et qui posent problème. Mais bon, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une tension énorme, c'est-à-dire que la décentralisation dans les systèmes de santé, elle répond à une meilleure gestion du besoin local. Donc ça peut avoir du sens de mettre plus de médecins, plus de professionnels de santé là où il y a davantage de besoins. Donc il y a cette tendance à la décentralisation, alors même que par ailleurs, on réclame une politique européenne de la santé. Donc on a ce double mouvement-là qui peut conduire aussi à des tensions importantes. Alors sur les nouvelles questions, donc là, on a encore des éléments un petit peu sur la situation, plus une forme de remarque de la part de Myriam sur les injonctions divergentes également en Belgique. Une autre question ensuite. Les taux de cotisation sont élevés. Alors, évidemment que le degré de solidarité dans un système de santé va être une variable clé. On va être beaucoup plus exigeant si, évidemment, le niveau de nos impôts ou de nos cotisations sociales maladie est élevé. Ça, c'est évident et c'est normal qu'on exige davantage. Donc, il y a peut-être aussi, effectivement, ce point-là. En tout cas, il existe aussi en France parce qu'on fait partie des pays qui investissent le plus au niveau de la part de dépenses de santé dans le PIB. C'est vrai qu'on est en droit d'exiger aussi des résultats. Ça, c'est tout à fait normal. Je comprends pas trop la fin de la question. Est-ce parce que le gouvernement n'a pas voulu manquer dans les moyens? Alors peut-être préciser, si vous voulez bien, ce que vous voulez dire, anonyme. Oui, bien sûr, hein, je vois Steve. On essaye d'échanger le mieux possible. Hein, c'est compliqué, évidemment, c'est beaucoup plus facile à l'oral qu'à l'écrit. Donc, on fait de notre mieux pour collectivement essayer d'avoir cette interaction qui nous manque tant. Donc, voilà, c'est pas grave. Hein, il peut y avoir des coquilles, il peut y avoir des messages qui sont pas très clairs à l'écrit, c'est normal. Hein, vous en faites pas. Donc, si Anonyme veut préciser sa question ou s'il y en a d'autres. Par rapport à la question de la démocratie, on va arriver au bout de nos 2 heures, hein, mais un des éléments qui a été souligné tout récemment suite à une plainte qui a été introduite par la Ligue des droits humains, c'est que le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles, ce qui pouvait se justifier. Donc, ce n'est pas la teneur, ce n'est pas des mesures en elles-mêmes, mais c'est les modalités. Donc, c'est le gouvernement qui a pris des mesures exceptionnelles depuis le début de la crise, ce qui pouvait se comprendre lors du premier confinement. On était tous pris de court, mais il y a bien un Parlement. Et ça, je crois, et le Parlement a été extrêmement peu sollicité. Et donc, cette Ligue des droits humains a porté plainte et un tribunal, tout récemment, leur a donné raison
et obligeant en quelque sorte le gouvernement considérant dès lors que les mesures gouvernementales sont illégales et qu'elles doivent passer par des débats et des lois prises au sein du Parlement, quoi. Donc, alors ça, c'est une question qu'on a très très fortement en France, parce qu'on a un conseil de guerre où tout se décide, et du coup les parlementaires commencent à grogner, à raison, en disant écoutez, c'est sympa ce conseil de guerre, il n'y a pas de compte-rendu, les parlementaires sont pas sollicités, le président s'exprime à la suite de la réunion hebdomadaire de ce conseil de défense, voilà, il s'appelle comme ça. Donc c'est vrai que ça ne peut pas durer longtemps, parce qu'en démocratie, les situations exceptionnelles doivent être provisoires. Et c'est vrai que si on s'installe dans le temps, c'est un petit peu gênant. Et par rapport à la question de la démocratie, soulevée à juste titre par Steve, on a quelques exemples, mais en France aussi, de manifestations qui ont été extrêmement durement réprimées, ce qui est quand même un peu inhabituel, pour d'autres raisons d'ailleurs. Donc évidemment, la démocratie, c'est aussi l'action collective qui est de toute évidence muselée. Là, on vient d'avoir une grève, comment dire, appelée par les deux principales organisations syndicales en Belgique. Les piquets ne pouvaient pas contenir plusieurs personnes. Donc, on se rend bien compte que c'est pas pratique de se manifester comme travailleur ou comme citoyen. Et c'est clair que la démocratie a été mise entre parenthèses, peut-être pour des bonnes raisons, mais c'est vrai que ça interpelle pour les différents éléments que je viens d'évoquer, quoi. Donc, je vois qu'Anonyme a précisé sa question. Je partage totalement ce que vous dites, hein, en France aussi. Hein. C'est le peu de moyens dont a disposé le personnel médical est absolument hallucinant. Hein. Donc, les masques, les lits, toute la discussion autour des masques, parce qu'évidemment, au début, on nous a dit que les masques étaient inutiles. Donc, évidemment, il y a ce sentiment qu'on nous a menti parce qu'on n'avait pas assez de masques. Donc, la défiance a été évidemment très élevée à ce moment-là. Et donc, ça, c'est évidemment un élément aussi qui participe de la grogne légitime. Voilà, écoutez, il est 8 heures, hein. On ne va pas tomber dans le panneau du surtravail propre aux télétravailleurs qui ne connaissent plus les limites et de normes temporelles. Donc voilà, je crois qu'on peut en rester là, en remerciant évidemment tous les participants et les questions. Voilà, c'est vraiment pas pratique de communiquer, d'échanger dans ces circonstances. Nous le regrettons bien sûr, et merci vraiment à tous ceux qui se sont donné la peine de mettre des commentaires et de poser des questions, ce qui a rendu plus dynamique évidemment. Oui, un petit peu plus vivant. Exposé, c'est comme ça qu'on entend notre métier d'enseignant, bien sûr. Mais bien sûr, je voudrais encore une fois remercier Thomas Barnet pour ces exposés très denses, ça je ne te le fais pas dire, en tout cas celui d'aujourd'hui l'était tout particulièrement, mais des exposés extrêmement éclairants, comme tu l'as souligné, pour ne pas trop développer sur les interrelations entre travail et santé dans tous les sens. Et cette dernière séance, merci aussi pour ton analyse économique de la pandémie. Au devant de la scène, et c'est tout à fait naturel, on a des médecins, des épidémiologistes à tous les journaux télévisés, à la radio, et on comprend également, mais on a peut-être un peu moins entendu des sociologues et moins entendu des économistes sur le sujet. Pourtant, surtout ta dernière séance montre à quel point il y a des conséquences sur la croissance, sur l'emploi et sur et sur les soins. Et donc, ce sont des questions qui vont évidemment rebondir dans les mois qui viennent. Donc, on est un peu mieux armé, je dirais, grâce à tes exposés pour comprendre ce qui va se passer dans les mois et les années à venir, pour autant qu'on ferme cette parenthèse de la pandémie. Ça, on n'y est pas encore tout à fait.
Donc, merci beaucoup. Moi, personnellement, qui me suis pas mal intéressé au télétravail, c'est la première fois que je reçois ce type d'informations sur les conséquences du télétravail sur la santé. Beaucoup de mes étudiants sont partis sur des mémoires sur le télétravail, mais il y a très peu, j'avais peu de connaissances, en tout cas, de travaux récents sur le télétravail dans cette situation très particulière. C'est quelque chose qu'on va encore analyser pendant un bon bout de temps. Donc voilà, merci beaucoup pour tous ces exposés. Et ben voilà, plaisir, au plaisir de te revoir. Et crois-moi, si dans quelques mois, on assiste à un dégel, je vais le dire comme ça, tout simplement, et que la circulation au sein de l'Europe est permise et facilitée. Nul doute qu'on t'invitera pour autre chose, peut-être en plus petit comité, mais pour avoir le plaisir d'échanger et de se procurer un petit moment de convivialité qui nous manque beaucoup, malgré, paraît-il, le chocolat qu'on va t'envoyer. Qui aura fondu sur la route. Merci beaucoup de votre accueil et puis j'espère que les participants et les auditeurs ont apprécié et qu'ils pourront en tirer quelque chose. Voilà. Ok, bien écoutez, je pense qu'on va mettre un terme à cette séance, d'accord ?